L'héroïne, à cette époque, c'était le top de la profession. Vous ne pouviez pas gagner plus d'argent que dans l'héroïne. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. On n'a pas empêché la France, on a empêché les Américains. Alors les Américains, on n'en avait rien à foutre. Les Marseillais étaient les plus gros trafiquants et je suis sûr qu'ils avaient des gens dans leur poche. Ça représente la plus grosse prise mondiale qui ait jamais été faite en héroïne pure à ce jour. Ce n'était pas une contrebande normale. Elle portait atteinte à la société, tout entière. Au cours des années 50 et 60, un fléau s'abat sur les États-Unis, l'héroïne. Si à ses débuts l'épidémie semble ne toucher que les marginaux, les désaxés ou encore certains milieux de la scène artistique, en 1969, un cap est franchi. On compte environ 100 000 toxicomanes et tous les milieux sociaux sont touchés. L'Amérique souffre. Les junkies de Harlem, du Bronx ou de Brooklyn se piquent, toujours plus nombreux et de plus en plus jeunes. Every day I had taken heroin. For a year and a half? Yes. How much was it costing you? Well, I really couldn't say, but it cost enough to kill myself. Chaque année, 6 000 jeunes Américains meurent de l'abus de stupéfiants, et le chiffre augmente de jour en jour. Les morgues américaines sont pleines de jeunes gens qui ont juste voulu essayer. Une jeunesse est en train de se détruire. Les responsables de cette hécatombe, ce sont des Français. 80% du poison consommé aux États-Unis vient de Marseille. Les autorités américaines n'ont aucun doute. Tous les indices convergent vers la France. Dès qu'il y a une affaire d'héroïne, des Français sont dans le coup. Les voitures, les passeurs, la drogue, tout vient de l'Hexagone. On ne voulait pas coller aux Français l'étiquette de champion des narcotiques, mais ils l'étaient. Les Français contrôlaient le trafic depuis Marseille vers les États-Unis. Les passeurs étaient français, souvent d'origine corse. La CAM rapporte tellement qu'elle attire toutes les sortes de truands. Édouard Rimbaud, alias Doudou, est un ancien policier, résistant, braqueur et même écrivain édité chez Gallimard. C'est un trafiquant au centre de la French Connection. Rimbaud travaille pour le clan de Jean-Baptiste Crotchet, un mafieux corse qui inonde les États-Unis en héroïne. Pour passer la cam, Crotchet recrute des mules du côté du showbiz, où des petites frappes, pas encore référencées au fichier central, acceptent de faire le travail. Parmi ses passeurs, Crotchet engage Edmond Taillet, un chanteur de variété qu'il présente à Rimbaud. Je suis taillé dans le rock. C'était lui, là, il faisait l'émission de capitaine de la Tortue à l'époque. C'était pas une grande belette, il se prenait pour une grande mais enfin, il était sympathique, quoi. Un peu couillon, quoi, mais sympathique. À Marseille, le fantaisiste Edmond Taillet profite de son statut d'artiste pour cacher l'héroïne dans des amplificateurs. Puis, une fois l'Atlantique traversé, il contacte Rimbaud. Les deux hommes se donnent rendez-vous à New York pour la livraison de la précieuse poudre blanche.
Donc il m'amène un amplificateur au lieu de m'amener la drogue toute sortie. C'est là qu'il m'a dit, j'ai dit mais je veux pas, ce chocolat-drogue, je veux pas avec l'amplificateur. Ah, il m'a dit mais il faut la sortir. Alors là on démonte tout l'amplificateur. On a sorti 12 kilos d'héroïne. Après avoir récupéré la cam transportée par Taillet, Rimbaud a rendez-vous avec son acheteur américain Antonio Flores, un lieutenant de la mafia portoricaine à New York. Les deux hommes ont passé un marché. L'héroïne achetée $2000 le kilo à la sortie des labos marseillais est revendue aux grossistes américains 5 fois plus cher, $10 000 le kilo. Il n'y avait que 12 kilos à $10 000. Comptez, ça fait 120 000 $ à peu près, quoi. Je suis rentré ça dans un sac comme ça, là-bas, en Suisse. En Suisse, quand vous arrivez, il y avait... Si vous avez à déclarer quelque chose, ou pas déclarer. Je suis passé pas déclaré, quoi. Personne ne m'a arrêté. Je suis allé à la banque suisse, j'ai déposé le pognon. J'avais à peine déposé l'argent à la banque suisse qu'à Marseille, ils savaient que l'argent était là. L'héroïne, à cette époque, c'était le top de la profession. Vous ne pouviez pas gagner plus d'argent que dans l'héroïne. La mule Edmond Taillet réitérera le coup des amplificateurs. Quelques semaines plus tard, il dissimule 2 amplificateurs bourrés d'héroïne dans les bagages d'une tournée canadienne de Johnny Hallyday. Johnny n'est pas au courant. La cam passe, les douanes n'y voient que du feu. Les trafiquants imaginent constamment de nouvelles méthodes pour passer la drogue. D'abord pour de petites quantités, dissimulées dans de petits objets creux. Puis les chargements ont augmenté. Pain d'héroïne collé au corps, veste fourrée à l'héroïne, valise à double fond. Et progressivement, tout ce qui flotte, roule et vole a été utilisé. Le clan de Jean-Baptiste Crotchet multiplie les itinéraires et les méthodes. Il y a des enceintes, mais il faut voir plus gros. Jean-Pierre Hernandez, alias Gros Pierrot, travaille lui aussi pour le clan Crotchet. Cet ancien négociant en vin et joueur de rugby professionnel a une spécialité, le farcissage des voitures. Une des méthodes les plus efficaces pour passer de l'héroïne aux États-Unis. Une voiture, ça farcit, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il n'y avait que le DS qu'on pouvait farcir. C'est-à-dire que nous avions les vitesses au volant, vous comprenez? Alors on faisait des faux planchers. Comme il y avait un gros espace, on mettait la cam devant. Alors on avait un carrossier qui nous faisait les mêmes plaques. Alors on mettait la cam et on mettait les plaques normales de Citroën dessus. Des boulonnés, c'était très bien fait. On ne pouvait pas voir qu'il y avait de la cam là. Alors on farcissait le devant, le derrière et la malle. On arrivait à mettre 70 à 80 kilos par voiture. Les passeurs conduisent les voitures de Marseille jusqu'en Espagne. Puis elles sont convoyées par bateau vers le Mexique. Ensuite, c'est par la route qu'elles rejoignent le poste frontière américain de Montréal-Laredo. Parfois, c'est Jean-Pierre Hernandez qui prend le volant. Dimanche après-midi, je me suis mis à la file, à Monterrey-Laredo. Quand je suis arrivé, poum, poum, poum. Je ne sais pas s'ils avaient un doute ou quoi. Ils m'ont intercepté, c'était 14h45. Ils m'ont enfermé dans une pièce. Ils ont regardé, ils n'ont rien trouvé. Par contre, quand ils m'ont appelé, j'ai vu ma voiture démontée. Vous savez, les DS-19, on levait les ailes, on levait, ça tout se levait vite fait, là. Alors, je suis sorti en criant « Ma voiture, ma voiture !» Alors, ils ont rigolé, et bon, je leur ai dit à remonter, moi, je suis parti.
Et je suis arrivé à New York. Je suis arrivé à l'heure avec des gens avec qui j'avais rendez-vous à New York. Et je suis arrivé, j'ai livré la cam, j'ai encaissé, j'ai pris mes sous. Et on a refermé la voiture normalement, quoi. Comme si, au lieu d'avoir la drogue, il y avait l'argent. On pensait, quand je suis arrivé à Marseille, l'explosion de joie, elle était... Je vais vous expliquer, le soir, un quart d'heure après, je vais vous expliquer, tout le monde était là, champagne et tout. Et comment tu as fait, mais tu es fou. J'ai pris les 4 sous qu'ils avaient, là, et je suis parti 8 jours, j'ai laissé la voiture, ils ont déballé, et je me suis allé me reposer. Le groupe d'Hernandez passe plusieurs voitures par an. Au rythme d'une voiture tous les mois, le réseau envoie environ 1 tonne d'héroïne pure par an aux États-Unis. À $10 000 le kilo, cela représente un pactole de 10 millions de dollars qui sont rapatriés en France. Pour les trafiquants français, c'est une activité très lucrative. Et peu importe les dommages collatéraux. On n'y pensait pas, nous, au Camé. Nous, c'était du commerce. On n'a pas empesté la France, on a empesté les Américains. Alors des Américains, on n'en avait rien à foutre. Moi, j'avais rien à foutre, les Américains. Pensons pas aux gens qui meurent, pensons aux sous que ça rapporte. Voilà, vous avez tout à la philosophie du milieu dans cette phrase. Ce qui fait la force de la filière française, c'est la qualité du produit. Comme le foie gras des Landes ou le Beaujolais, l'héroïne française est réputée, car elle est pure à 98%. Une qualité jamais atteinte, dont raffolent les mafias du monde entier. L'héroïne marseillaise est si pure qu'elle peut être coupée plusieurs fois, avec du lactose par exemple, et générer de plus gros bénéfices. Les trafiquants de la French Connection ont leur filière pour se procurer la matière première. Ils font convoyer l'opium cultivé en Turquie vers le bassin méditerranéen, où il est transformé en morphine base. Ensuite, c'est à Marseille que des chimistes expérimentés transforment la morphine base en héroïne. Une héroïne qui ensuite s'exporte dans le monde entier. Par le Canada, par l'Amérique du Sud ou directement par le port de New York, la cam inonde le sol américain. Pourquoi Marseille est-elle devenue le principal laboratoire d'héroïne du Nouveau Monde? Au-delà du savoir-faire ou de la position géographique de Marseille, d'autres facteurs ont permis à la cité phocéenne de devenir la capitale mondiale de l'héroïne. Dans les années 30, le chef de la mafia de New York, celui qui fait partie de la genèse de la French Connection, se nomme Lucky Luciano. Expulsé des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, il poursuit toutes sortes de trafics à partir de Naples. Il fait arraisonner les bateaux d'approvisionnement du plan Marshall à destination de l'Europe et revend les marchandises au marché noir. Le vieux continent manque de tout. Les affaires sont juteuses. Mais pour faire fructifier encore davantage ces trafics, Luciano va se lier à une autre pègre. À Marseille, 2 frères, Antoine et Barthélemy Guérini, sont sortis auréolés de la guerre pour avoir choisi la résistance. Bien installée sur le Vieux-Port, cette famille corse a ouvert de nombreux bordels et boîtes de nuit. Leurs sbires ont la main sur les docks par lesquels transitent tous les trafics. L'argent coule à flot. Depuis Naples, Lucky Luciano découvre cette pègre marseillaise puissante, qui maîtrise toutes les activités du port, et qui plus est, du fait de son choix de la résistance, bénéficie d'appui politique. Luciano s'associe alors avec cette filière corse, et notamment avec les Venturi et les Francisi, sous le haut patronage d'Antoine Guérini, alors grand parrain de la pègre marseillaise. Cette alliance entre le Sicilien et les clans corses sera à l'origine d'un des plus grands trafics de l'histoire. Progressivement, la cité phocéenne va devenir le laboratoire d'héroïne attitré de la mafia sicilo-américaine. Durant les années 50 et 60, les réseaux se multiplient.
les trafiquants tissent des liens avec d'autres truands francophones de par le monde. Au Canada, Jean Venturi, le représentant de la société Ricard, assure une diffusion canadienne de l'héroïne. En Amérique du Sud, d'anciens collabos en fuite comme Auguste Ricor opèrent à partir du Brésil et du Paraguay. Au Mexique, à Cuba, Jean-Baptiste Crotchet et ses complices voyagent beaucoup et ont les faveurs du général Batista. Le territoire américain est encerclé. Par le nord ou le sud, l'héroïne Made in Marseille passe. En janvier 1969, le nouveau président américain Richard Nixon est bien décidé à agir. Ses thèmes de campagne sont gagner la guerre au Vietnam et lutter contre la drogue. Un mois après son élection, Nixon est à Paris. C'est en conquérant qu'il parcourt la capitale française à bord de la splendide DS-21 mise à sa disposition. De Gaulle est encore au pouvoir pour quelques mois. Il est le dernier géant de l'époque de la guerre. Il a côtoyé Churchill, Roosevelt, Staline ou Eisenhower. Il exerce un magistère moral sur toute la classe politique. Nixon aborde le retrait de la France de l'OTAN effectué 3 ans plus tôt. Mais il ne se permet pas d'aborder les problèmes causés par l'héroïne française de l'autre côté de l'Atlantique. Mais lorsque Georges Pompidou accède à la fonction en juin 1969, le président américain passe à l'offensive, d'abord avec diplomatie. I have a letter from President Nixon that I have the honor to present to you. Thank you. Nixon écrit à son homologue pour lui demander de démanteler la French Connection. Pompidou, médusé, lit la lettre du président américain. Selon mes renseignements, 80% de l'héroïne consommée aux États-Unis vient de France. Tel est en substance ce que j'estime être un problème commun. Et j'espère que vous conviendrez que nous devons faire tout notre possible pour essayer de le résoudre. Quelques semaines plus tard, Georges Pompidou répond à Richard Nixon. Dans un courrier du 21 novembre 1969, le président français minore les faits. Vous indiquez que 80% de l'héroïne introduite aux États-Unis viendrait de France. Sur ce point précis, les informations qui m'ont été fournies ne coïncident pas exactement avec celles dont vous disposez. À ma connaissance, grâce aux efforts des fonctionnaires chargés du contrôle des stupéfiants, les trafiquants sont mis sérieusement en échec sur le territoire français. Le président Pompidou a affirmé que ces informations étaient inexactes et exagérées. Pompidou a reconnu qu'il existait un problème, mais pas de l'ampleur décrite par le président Nixon. Les Français n'étaient pas très réceptifs à l'idée que les Américains leur disent comment faire appliquer la loi dans leur propre pays. Et c'est bien naturel. Pompidou a fait un pas de côté pour esquiver. Le président français ne souhaite pas un affrontement avec Washington. 3 mois plus tard, en février 1970, Pompidou est en voyage aux États-Unis. C'est sa première rencontre avec Nixon, tout en cordialité et en arrière-pensée. Mais par-delà les images, il y a plusieurs pierres d'achoppement. La place de la France hors de l'OTAN, les problèmes monétaires, la vente d'armes françaises à la Libye et le problème de l'héroïne française. We are honored to welcome you, particularly because France has a special place in the hearts of Americans. Si la France tient une place à part dans le cœur des Américains, ce qui inquiète Nixon, c'est plutôt la place envahissante qu'elle prend dans leurs veines. Et vive l'amitié franco-américaine. Les deux présidents font bonne figure, comme le protocole l'exige. Mais au sein des états-majors, les tensions sont nombreuses. L'attorney général des États-Unis, John Mitchell, prend régulièrement à partie le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin qui ne se laisse pas faire. « Vous ne faites rien pour empêcher le trafic », lance Mitchell. « Vous dites que la France est seule coupable, et vous,
Que faites-vous avec votre mafia? Que faites-vous en Turquie, Birmanie, Laos, Thaïlande? Demande Marcelin. Nous avons donné des machines agricoles aux Turcs pour qu'ils cultivent autre chose que du pavot, réplique Mitchell. Faux. J'ai mes informations. Ce printemps, vos machines étaient sous une bâche dans un hangar à Istanbul. Les relations franco-américaines sont souvent complexes, depuis toujours. Il n'y avait pas d'hostilité, mais nous avions le sentiment que les autorités françaises n'en faisaient pas assez et n'étaient pas réactives. Si les Américains sont si impatients, c'est parce qu'ils attendent une réaction française, pas seulement depuis l'élection de Pompidou, mais depuis presque 20 ans. 115 kg de morphine ont été saisis à Marseille. Lundi dernier, les douaniers du port de Marseille découvraient dans un hangar 30 kg de cette morphine base, qui est le dernier produit de la chaîne dans le traitement de l'opium. En 1951, les policiers découvrent un premier laboratoire clandestin à Marseille. 2800 kg de morphine base sont saisis. La même année, les douaniers découvrent 290 kg d'opium cachés dans la soute d'un bateau. En 1953, ce sont 2 marins qui sont arrêtés avec 1 kg d'héroïne chacun. Les Américains dépêchent dès les années 50 des agents de leur bureau des narcotiques en France pour suivre les affaires de stupéfiants et sensibiliser la police française. Charles Siragusa, un agent américain posté à Marseille, envoie de nombreux rapports à ses supérieurs de Washington. Siragusa dénonce les peines minimes de 3 mois infligées aux trafiquants. Tant que ces peines choquantes seront distribuées, le trafic d'héroïne vers les États-Unis va empirer et la toxicomanie va grimper à Marseille. Au cours de multiples réunions, l'agent tente de convaincre ses interlocuteurs de la police nationale. Ils n'ont eu aucune réaction. Tout ce qui a été dit est tombé dans des oreilles sourdes, non réceptives et indifférentes. Siragusa est persuadé que Marseille est bien le lieu de fabrication de l'héroïne. Quelques semaines plus tard, 4 laboratoires sont découverts, dont 2 à Marseille. Les Américains ne cessent d'avertir les autorités françaises, mais c'est sans effet. Même lorsque les affaires sont médiatisées, les autorités politiques ne réalisent pas la place centrale qu'occupe la France dans le trafic. Cher Jacques-Angèle, je ne sais pas si vous savez qu'aujourd'hui, nous filons directement sur Saint-Paul-de-Vence. Ah ben, vous permettez, je passe à l'hôtel me mettre en tenue un peu plus estivale, là, parce que j'ai les chaussures et les chaussettes, c'est pas très campagnard. En 1962, l'animateur de la télévision française Jacques Angelvin se fait arrêter à New York. Les policiers le soupçonnent d'avoir convoyé de l'héroïne dans sa voiture. Il fouille, cherche. Ne trouvant rien, il pèse la voiture. Elle pèse plus lourd qu'à la sortie de l'usine. La berline est entièrement démontée. 52 kilos d'héroïne pure seront découverts. L'affaire fait grand bruit à l'époque. C'est un record mondial, et pourtant du côté des autorités françaises, aucune réaction. En 1964, c'est un laboratoire qui est découvert, celui de Joseph Césari, le meilleur chimiste de la French Connection, pris les mains dans la poudre dans une villa près d'Aubagne. Il n'est condamné qu'à 6 ans de prison, au lieu de 20 ans aux États-Unis. Vu le laxisme des autorités, le pays des droits de l'homme devient une terre promise pour les trafiquants de toutes sortes. Il y a un dicton là. Il dit l'argent n'a pas de patrie, il va où il est bien traité. Donc c'est pareil pour les réseaux de drogue. Les affaires se succèdent, les informations s'accumulent, mais les autorités politiques françaises ne veulent pas prendre conscience que le pays est devenu une plaque tournante du trafic international. La drogue, trafic de drogue, ça n'intéressait personne dans notre pays. Je pèse mes mots, je dis personne. Ni au niveau politique, ni chez les journalistes, ni dans le public. La drogue, pour nous, c'était pas la priorité. La priorité, c'est les missions pour lesquelles on était appelés, c'est-à-dire braquage, casse, voilà, c'était ça, nous. C'était notre quotidien. Pendant près de 2 décennies, la France est restée sourde aux injonctions américaines.
La raison? Si l'héroïne est produite en France, sa consommation y est anecdotique. Les autorités ne font donc pas de ce problème une priorité. Le gouvernement français n'y voyait pas un problème intérieur. Pour eux, c'était avant tout un problème américain. On nous a dit, c'est votre problème, pas le nôtre, puisque ce sont les Américains qui consomment. Aux États-Unis, en effet, la consommation explose. La guerre du Vietnam et le développement du mouvement hippie créent une demande en paradis artificiel chez la jeunesse américaine. Entre les festivals de Woodstock ou de l'île de White, la révolte de la génération du baby-boom envers les institutions, et même chez les GIs qui se shootent près du front ou à leur retour, l'héroïne est à la mode. Et le plus gros fournisseur, c'est la French Connection. L'administration Nixon ne veut pas laisser la situation se déliter. Les statistiques du début des années 70 sont terrifiantes. Il y a désormais 250 000 toxicomanes aux États-Unis. Si Nixon n'a pu convaincre les Français, sur le front intérieur, le président américain dépense sans compter. En 1969, lorsque j'ai démarré au bureau des narcotiques, le budget était parfois si serré qu'on mettait la main à la poche pour faire le plein dans les voitures du gouvernement. Soit on payait nous-mêmes l'essence, à 7 cents le litre à l'époque, soit on restait coincé au bureau. Après son investiture, notre budget a explosé. On a eu de quoi acheter de l'essence, des caméras, de l'équipement, des mouchards. On avait de l'argent. Nixon offre à ses douaniers et policiers tous les moyens. Véhicules, chiens, matériel de filature, micro-émetteurs, les crédits américains semblent illimités. Certains douaniers sont même équipés de caméras 8 mm. Ils se filment parfois dans leur commissariat. J'étais souvent le photographe désigné. Nous utilisions des véhicules banalisés, comme des camions de livraison, dans lesquels nous dissimulions des caméras. Nous pouvions les garer un peu partout, personne n'y prêtait attention. On faisait beaucoup de surveillance. Les douaniers filment en caméra discrète les entrées des ports, des aéroports, des gares, pour fixer sur pellicule les visages d'éventuels passeurs et disposer d'une mémoire pour alimenter leur immense fichier. Nixon a fait augmenter les effectifs des douanes de 300 à 1000 agents. Il a pris les choses en main et nous a énormément aidés. Nous avons considérablement gagné en coordination, en modernité et en discipline. Nos résultats l'ont démontré et le bilan était impressionnant. Mais les forces de l'ordre américaines ont beau quadriller le territoire, faire des saisies toujours plus nombreuses, l'héroïne made in Marseille traverse toujours l'Atlantique. Les hommes du clan Croce continuent d'inonder l'Amérique du Nord en héroïne. Ils travaillent encore avec Edmond Taillé. Je ne sais pas comment tu t'appelles, car je te vois pour la première fois. Le chanteur de variété a trouvé le moyen de convoyer l'héroïne de France vers le Canada, puis de l'acheminer vers New York, sans éveiller les soupçons des autorités. Minou, coucou, coucou Minou. Moi je t'ai baptisé de ce nom que j'aimais. C'était un manipulateur. Il se rendait jusqu'au Canada, à Montréal, il repérait une femme, puis il l'invitait à dîner. C'est le nom qui te va, moi je t'aime comme ça. Minou, coucou Minou. Il se fiançait. Ça serait sa fiancée, quoi. Il donnait le repas de fiançailles. Mon Minou à moi. Et puis après ça, il achetait une voiture à la fille, à la fiancée. Il offrait la voiture, quoi. Il disait, on va faire un voyage en Europe.
mettait la voiture sur un bateau, il venait en Europe. Quand il était en Europe, il reprenait la voiture, bien sûr, et il faisait un tour à Paris. Finalement, ils atterrissaient à Marseille. Et là, évidemment, à un moment donné, il bourrait. Là, il mettait 100 kilos de drogue dans la voiture. Ensuite, il lui rendait la voiture, lui disait de la ramener à Montréal et qu'il se chargerait des frais. Puis, il lui demandait même de conduire la voiture jusqu'à New York. Taïek n'est pas très courageux du tout, il fait faire toujours le travail par les autres. Il est d'une prudence absolument extraordinaire. Il enverra la petite amie conduire la voiture, si vous voulez, mais il ne l'accompagnera pas. Lui, il prendra l'avion, il arrivera en avion, et il attendra, bien sûr, au bar d'un grand hôtel américain, enfin new-yorkais, que la petite amie lui amène le ticket de parking et les clés de la voiture. Et lui, il va aller dans un autre hôtel, dans un autre bar, où il va rencontrer un acheteur américain qui va remettre le ticket et la clé de la voiture. Oui, ça, il se débarrassait de la fiancée, il en trouvait une autre, et il faisait le même truc. Et toujours le repas de fiançailles, avec les invités. Il était diabolique. Il a fait le coup au moins 2 fois, voire plus, sans que ces pauvres femmes ne se doutent de rien. Y a pas, oh non, y a pas d'autres minous que toi. En France, la situation a évolué. Hôpital Fernand Vidal à Paris. Daniel vient d'être amené d'urgence. Il a 23 ans. Il a pris une overdose, une dose trop forte d'héroïne. Il est dans le coma. Si on n'arrive pas à le ranimer, c'est la mort. Le fléau qui était resté cantonné à un monde souterrain et interlope s'attaque désormais à la jeunesse française. Vous allez vous piquer à l'héroïne, là? Oui. Vous pouvez pas vous en passer? Non. Et lorsque vous avez commencé avec l'héroïne, vous saviez ce que ça donnerait? Ah non, messieurs, si on avait su, on l'aurait pas fait. Si on avait su à quel point on serait tombé. J'ai une amie qui est morte il y a 2 semaines, et il y a 15 jours, un ami. Qui est mort aussi. Mon fils a pris la première cure, s'est réintoxiqué 8 jours après, a pris la seconde cure 48 heures après. Il a fait une 3e cure chez nous, sous notre surveillance, et il est mort. Les pouvoirs publics français semblent enfin mobilisés. En décembre 1970, une nouvelle loi est votée. Les peines de réclusion pour les marchands de mort quadruplent et passent de 5 à 20 années, 40 pour les récidivistes. Les gardes à vue sont prolongés. Avec les Américains, un mariage de raison est célébré en février 1971. Le ministre de l'Intérieur Raymond Marcellin et l'attorney général des États-Unis John Mitchell signent un accord de coopération. Une antenne de la police judiciaire est ouverte à New York. Des policiers français aideront à interroger des trafiquants francophones arrêtés sur place, tandis que la présence d'agents du Bureau des narcotiques est renforcée en France. Des 2 côtés de l'Atlantique, on commence à se serrer les coudes. La signature de ce protocole marque une date importante dans la lutte contre les trafiquants. Et je suis persuadé qu'en resserrant les taux comme nous le resserrons actuellement, ils estimeront que le territoire français n'est vraiment pas un territoire très propice au trafic des drogues. Si l'accord est sincère, l'alliance reste fragile. Il suffit parfois d'une étincelle pour que tout s'effondre.
En avril 1971, un Français, Roger Delouette, est arrêté par les douanes américaines. Il transporte dans son combi Volkswagen 44 kilos d'héroïne. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais Roger Delouette est un ancien agent du SDEC, les services secrets français. Après interrogatoire par la justice américaine, l'agent dénonce son ancien chef au service secret, le colonel Fournier, comme l'organisateur du trafic. Delouette a été un officier du SDEC, mais il ne fait plus partie de la maison. Pourtant, beaucoup d'Américains sont persuadés que Delouette est en service commandé et que l'État français soutient le trafic. Durant toute l'année 71, l'affaire empoisonne la lune de miel des relations transatlantiques. Et le ministre de l'Intérieur Marcellin doit encore monter au créneau. L'affaire Delouette est une affaire difficile, comme vous le voyez. En tous les cas, de notre côté, du côté gouvernemental, nous ferons tout, encore une fois, pour aider les Américains. Et il faut que dans cette affaire Delouette, on sache toute la vérité. Cette même année, le film de William Friedkin, French Connection, bat des records au box-office. Des gentils policiers américains y pourchassent de vilains trafiquants français. The French Connection, a millionaire exporter with a record too clean to be true, and Doyle knows it. French Connection. À New York, la réalité dépasse la fiction. Pour lutter contre la délinquance galopante liée au trafic, une brigade de flics travestis arpente Manhattan. He began running towards me. As he grabbed the bag, he turned with a knife in his hand and I hit him with the crutch. My partner had come up from across the street and collared the man who had waved him on, and we proceeded to place him under arrest. Do you think it's true that most of the muggings in the street in New York City and places around are done by junkies? I would say a large majority of it is. Malgré les moyens déployés, le nombre de toxicomanes ne baisse pas. En 1971, il y en a désormais 500 000 aux États-Unis. Il a doublé en un an. À Washington, c'est l'état d'urgence. Les conseillers de Nixon ne savent plus que faire. The purpose of this meeting is to get a brief report as to where we are. We're fighting it. I don't want any snow job. C'était sans conteste. Il y avait davantage de gens qui mouraient d'overdose à New York que de soldats tués au Vietnam. À New York, ou en tout cas dans tout le pays. On comptait plus de toxicomanes aux États-Unis que dans tout le reste du monde. Il fallait y mettre un terme. Et le président Nixon prenait le problème très à cœur. Plus que n'importe quel président avant ou après lui. Deal with this problem. Are we properly organized? In terms of our being properly organized right now, quite honestly, we're not. Il ne voulait pas entrer dans la postérité comme le président sous lequel toute une génération d'Américains était devenue héroïnomane ou cocaïnomane. Obtenir du gouvernement français qu'il s'attaque au problème est devenu une priorité de sa politique étrangère. Pour fermer le pipeline d'héroïne française, l'administration américaine lance des offensives tous azimuts. Des pressions financières sont exercées sur la Turquie, pourvoyeuse d'opium, et contre certains pays d'Amérique latine pour extrader des trafiquants. Contre la France, qui malgré les accords ne déploie toujours pas assez de policiers et douaniers sur le terrain, finit le temps des missives privées entre présidents. Pour la faire plier, il ne reste plus qu'à utiliser l'opinion publique. Pourquoi ne pas la faire condamner à l'ONU ou la pointer du doigt dans les médias? C'est ce que réclament un bon nombre d'Américains. La France serait alors la risée du monde démocratique. Le pays des droits de l'homme, accusé d'être le fournisseur officiel d'héroïne de toutes les mafias du monde. Ce n'est pas très convenable. Dès le mois de mai 1971, 2 membres de la Chambre des représentants publient un rapport accablant sur le problème mondial de l'héroïne. Le rapport souligne à nouveau que la production d'héroïne est contrôlée à 80% par des filières françaises. Le rapport, largement diffusé, accuse des familles corses bien connues sur le pavé marseillais et vilipende à nouveau les carences des pouvoirs publics français.
Un mois plus tard, en juin 71, Nixon part personnellement en croisade. Ladies and gentlemen, America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. This will be a worldwide offensive, dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are in the world. Si le discours se veut être une offensive globale contre la drogue, il vise en filigrane le principal fournisseur, la France. Cette prise de parole très forte de la première puissance mondiale trouve enfin un écho outre-Atlantique. Pompidou, muet sur le sujet depuis 2 ans, prend enfin l'initiative. Il écrit personnellement à plusieurs de ses homologues européens et les invite à coordonner leurs actions pour former avec la France un front commun de lutte contre le trafic de drogue. Washington apprécie l'initiative. Au niveau national, Pompidou se décharge sur son ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin. C'est lui le fusible. À lui de faire au mieux. La mode est à la fermeté. La loi qui vient d'être votée du 8 janvier 1971 a considérablement augmenté les peines. Elles sont maintenant de 10 à 20 ans et en cas de récidive de 20 à 40 ans. Mais ce que je dis, c'est que si ça ne suffisait pas, il ne faudrait pas hésiter même à recourir à la peine de mort, c'est-à-dire la peine suprême, contre les trafiquants qui vont livrer à des enfants qui sont dans des collèges ou dans des lycées de l'héroïne. Ceux-là méritent la peine de mort, à mon avis. Marcellin doit abattre la French Connection, même s'il doit couper des têtes. Il remplace les responsables de la brigade des stupes de Marseille par les 2 meilleurs flics de France, François Lemoyle et Marcel Morin. Ces 2 inspecteurs ont créé la BRI, la fameuse brigade anti-gang. Ils sont solides, professionnels, réputés. Les missions étaient claires. Morin et moi, on avait à liquider la French Connection. Monsieur Marcellin nous charge en quelque sorte d'améliorer ses relations avec les Américains, puisque c'est en réglant leurs problèmes qu'on améliorera nos relations. Morin fait ses valises pour Marseille, mais il ne débarque pas les mains vides à la brigade des stupes. Il a une ligne directe avec le ministre de l'Intérieur qui lui a donné pour consigne de le joindre à la moindre difficulté. On lui a promis des renforts, Morin a le droit de recruter qui il veut. J'ai tout de suite compris qu'il ne fallait pas que j'ai de Corses et de Marseillais dans mon équipe, car on avait pour objectif d'arrêter des Corses et des Marseillais. Donc je choisis que des Parisiens. Jacques Thibault fait partie des 11 mousquetaires engagés par Marcel Morin et rejoint l'évêché, l'hôtel de police de Marseille, en août 1971. Dès leur première soirée à Marseille, les mercenaires parisiens découvrent l'étendue du problème. Le premier soir, quand on mangeait dans un restaurant de la Canebière, s'appelle le Petit Duc, on a trouvé bizarre, jeune fraîchement émoulu à Marseille, de voir des allées et venues incessantes entre la salle du bar et les toilettes. Et après, on s'est rendu compte que c'est un trafic de drogue à l'échelon local qui se perpétrait devant nos yeux, quoi. Et ça, bon, c'était le soir de notre arrivée. Et après, on s'est rendu compte que dans la plupart des établissements marseillais, il y avait un trafic qui se perpétrait. Et à la place de l'Ange, qui était à 100 mètres ou 200 mètres de l'évêché, la cam était en vente libre. Morin constate la situation de la brigade des stupes de Marseille. Un service qui, malgré les décisions politiques des derniers mois, n'avait en fait pas évolué depuis des années. Antoine Barbaza est en poste à Marseille depuis près de 10 ans. Nous sommes 8, nous avons 9 départements, nous allons jusqu'à la frontière italienne. Dès qu'il y a une saisie, ne serait-ce que 3 grammes de hashish, à la frontière italienne, on est obligé d'y aller. Nous pouvons recueillir beaucoup de renseignements, mais des enquêtes, on ne peut pas en faire sérieusement. Ils ont des moyens vraiment dérisoires. Ils ont une voiture, une 4L, et puis une voiture un petit peu plus grosse, et puis c'est tout. Il y avait une R8, une vieille R8 qui était à l'agonie. Et on avait un objectif qu'il fallait essayer aussi, en termes policiers, de loger.
Et il part de chez lui, il avait une Porsche. Donc dans Marseille, aucun problème de filature entre notre vieille R8 et la Porsche, tout se passe bien. Jusqu'au moment où il a pris l'autoroute Nord, il est parti d'accélérer, on a suivi, on l'a vu de l'autre côté sur la voie, nous on est sur la voie montante, on l'a vu quelques minutes après sur la voie descendante, nous faire des appels de phare et un coucou et rentrer, voilà, on avait perdu la filature. L'équipe de Morin est à peine en place que la foudre va s'abattre sur Marseille. Une fois de plus, c'est la guerre entre policiers français et américains. Et c'est le patron du bureau américain des narcotiques en Europe qui a mis le feu aux poudres. D'après M. Cusack, Marseille est la plaque tournante de la drogue. Il y a à Marseille, dit-il, une dizaine de laboratoires de transformation, dont 5 fonctionnent à plein temps. Les caïds, les PDG de la drogue, vivent à Marseille en toute tranquillité. Tout le monde a peur et personne n'ose les dénoncer. Le directeur du Narcotique Bureau en Europe s'est lâché. Le gouvernement français est accusé de passivité, voire de complicité. C'est certain que c'est un pavé dans la mare. Quand on lit la presse, quand on entend ça, on peut pas être, on est forcé d'être mobilisé. Ça a mis la révolution à Marseille, à tous les niveaux. Au ministère de l'Intérieur, à la PJ à Paris. Marseille foutait rien, quoi. De toute façon, son interview était destinée à faire du sproum. Du sproum, enfin, je veux dire, à remuer en haut lieu. Le gouvernement français était si furieux qu'on a voulu me faire quitter le pays dans les 24 heures. Marcelin est foudrage. Le scandale s'étale dans toute la presse. Le commissaire Lemoyle est convoqué. Mon premier jour à l'Office central a été assez pittoresque, puisque Marcelin était dans une fureur noire. Il me dit, vous allez convoquer ce Cusack et vous allez lui demander des noms. Alors moi, Cusack, je le connaissais, je ne l'avais jamais rencontré, c'était mon premier jour. Je lui téléphone, je lui dis, Monsieur Cusack, est-ce que vous pouvez passer me voir? Je lui dis, bonjour, Monsieur Cusack, écoutez, je suis désolé de faire votre connaissance dans cette circonstance, mais voilà, j'ai une question à vous poser de la part du ministre. Est-ce que vous avez des noms à me communiquer pour les gros bonnets protégés? Cusack me dit non. Et je rapporte ça chez Marcelin. Marcelin dit, bon, je vous envoie Europe 1, Radio Luxembourg, machin, truc, et vous allez leur donner des interviews et leur raconter tout ça. François Lemoyle, vous devez, disons, être gêné par ce qu'a dit M. Cusack, non? Eh bien, je suis en mesure de vous dire et d'affirmer que M. Cusack ne possède pas d'informations inédites sur les prétendus gros monnaies qui se promèneraient en toute impunité à Marseille. Quelques jours après, Marcelin m'a encore fait revenir. Je lui ai dit, écoutez, monsieur le ministre, maintenant il faudrait que je me mette au travail. Hein. Je ne peux pas continuer à passer mon temps à recevoir les journalistes, Europe 1, France Inter, etc., etc., etc. Quoi. J'ai dit, stop, hein, au boulot. Ce coup médiatique, John Cusack a mis plusieurs semaines à l'organiser. Lorsqu'il arrive à Marseille, Cusack veut provoquer un scandale. Il contacte le journaliste François Missen du journal Le Provençal et lui fait ses révélations. Cependant, Cusack pose quelques conditions. Une fois publié, il démentira. Il n'a aucune preuve. Il sait que l'incident diplomatique va éclater et il sera obligé de nier. Le département d'État a cru bon de procéder ainsi pour faire bouger les choses. Et moi, j'ai accepté. J'étais bien obligé d'accepter. C'était mes supérieurs. C'était ce qu'on appelle le résultat, c'est que la police a obtenu des voitures, du matériel et les moyens de travailler. Jusque-là, les requêtes des policiers n'étaient jamais entendues et les fonds étaient affectés ailleurs. Il voulait faire en sorte que le problème soit traité et ça a fonctionné. Il s'est peut-être fait chasser du pays, mais il a sûrement reçu une médaille en rentrant à Washington pour avoir exécuté les ordres à la perfection. Le scandale Cusack n'a été que la suite du plan orchestré par le département d'État pour créer un électrochoc en France. L'esclandre de Cusack n'aura pas été vain. La pression américaine a fait effet.
la brigade des stupes reçoit enfin du matériel pour commencer à travailler. Marcel Morin ne perd pas de temps. Il insuffle d'emblée une nouvelle dynamique au service. Terminer la police à papa. Les flics ont changé. Mise à jour de tous les fichiers, surveillance, filature, interrogatoire, indic, couverture, infiltration. L'ancien de l'anti-gang modernise tout. Tu sais que moi j'ai l'œil et l'œil c'est la vue. Mais je t'ai pas avec lui quand on m'avait arrêté. Tu étais à côté, la préparation j'allais acheter des nuits. Le point, c'est la préparation d'un petit sachet. Parce que là, tu vas pas me dire que c'est pour ta consommation personnelle. Hein. Morin commande de nouvelles voitures banalisées, raccourcit les antennes radio géantes pour que ces unités soient plus discrètes. Sa liaison téléphonique avec le ministre Marcellin fonctionne. Une telle mobilisation policière contre la drogue est sans précédent en France. À qui t'as acheté? Combien t'as payé ça? Vincent, t'as payé ça? Et bien voilà, avec ça, tu vas te retrouver encore, pour pas changer, dans les locaux de la police, et puis cure de désintoxication, et après, à l'appréciation des juges. On a été content d'avoir du monde. Vous vous rendez compte? On s'est retrouvé de 9 à 100 personnes. Et avec de l'équipement, des voitures, des moyens matériels extraordinaires. Alors, ça nous a changé, ça nous a même emballé. Tu es connu de drogue? 3 ans. L'héroïne depuis 3 ans? Oui. Tu t'es piqué ou? Je vais pas repiquer tout de suite, hein. Combien de temps tu restes sans pendant? Ça m'est arrivé de rester longtemps sans pendant. La misère chronique du service ne pourra plus servir d'excuse à la rareté des prises et des arrestations. Nous arrêtons des gens, mais sur le plan de la toxicomanie, sur le plan de la consommation de la drogue, je crois que nous ne pouvons pas régler tous les problèmes. Nous empêchons la drogue de circuler, enfin nous tentons de l'empêcher de circuler librement, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose sur les consommateurs. Ce regain de motivation et d'énergie n'empêche pas la pression américaine de continuer à s'exercer sur la brigade des stupes. Car ce que réclament les Américains, ce sont les laboratoires, et aucun labo n'a encore été découvert. Pendant ce temps, Richard Nixon s'en fait livrer un à domicile. Walter Minnick obtient l'autorisation d'apporter à la Maison-Blanche un laboratoire d'héroïne, pour montrer à ses confrères et au président américain à quoi cela ressemble. On a fait installer un laboratoire d'héroïne sur une petite table de cuisine. Et mon directeur, M. Ingersoll, m'a expliqué son fonctionnement. On utilisait de l'anhydride acétique, un produit chimique puissant, pour décomposer l'opium et en faire de l'héroïne. Il a attrapé le tube et a versé un peu de cette substance, et tout à coup, un épais nuage de fumée blanche et âcre a rempli la pièce. C'était ennuyeux, puisque 15 minutes plus tard, 6 membres du cabinet et le président seraient dans cette pièce. Alors nous avons ouvert toutes les fenêtres et mis des ventilateurs en marche pour tenter de dissiper la fumée. Le président Nixon a franchi la porte menant du bureau ovale au cabinet. Il n'a prêté aucune espèce d'attention au laboratoire, mais il a été très intrigué par les sachets de poudre blanche. Il en a attrapé un, et M. Ingersoll lui a dit « Monsieur, reposez ce sachet. Et surtout, ne vous léchez pas les doigts. » Il avait de la poudre d'héroïne pure à 99% sur les mains. Mais heureusement, le laboratoire fut démonté, le président ne se lécha pas les doigts et la réunion fut productive. Et à son issue, M. Ingersoll et moi étions ravis de ne pas avoir perdu notre boulot. Pour aider les Français à dépister ces officines clandestines, les services techniques du Bureau des narcotiques américains proposent une solution, le sniffing truck, le camion renifleur. Alors ça a été une journée un peu pittoresque, parce que quand on est arrivé, on est tombé un peu en arrêt devant
Le véhicule, qui était un combi Volkswagen, c'est très bien pour le combi, ça c'est un truc qui passe partout, mais il était surmonté d'un mât de 2 mètres de haut avec une espèce de pipe d'admission. Morin et les autres ne pouvaient s'empêcher de rire, cachés derrière leurs mouchoirs. Ils trouvaient ça parfaitement ridicule. Moi, j'ai trouvé que c'était bidon, hein, mais enfin, on ne pouvait pas trop leur dire immédiatement, si vous voulez, parce que comme on était appelés à coopérer, on ne pouvait pas trop les choquer non plus. Et donc, avec Morin, on a commencé à dire, il y a quand même un problème, parce qu'on ne peut pas aller se balader dans les rues de Marseille avec ce véhicule équipé de cette façon qui va attirer tout de suite l'attention. Je leur avais dit, du reste, le seul jour où vous pourrez l'utiliser, c'est au 14 juillet. Hein. Sur ce, le conseiller scientifique de l'ambassadeur devient furax. Il dit, oui, mais comment? Alors, vous n'êtes pas d'accord? Enfin, vous faites obstruction. Et il dit, je vais téléphoner à l'ambassadeur. Moi, je suis pour téléphoner à ma hiérarchie pour dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, il y a un incident diplomatique en vue. Et seule réponse que j'ai eue, on m'a répondu d'être constructif. Bon. Et on a attendu. Et 1 heure après, on voit arriver la limousine de l'ambassadeur, la grosse limousine de 6 mètres de long, là, avec le fanion, etc. Et Watson qui descend de la voiture, qui arrive furax et qui dit « Mais alors, on me dit que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Watson a dit, les Français, vous êtes toujours emmerdants, vous êtes toujours contre les techniques. C'est un camion qui a été fait dans, je ne sais plus, dans le désert de je ne sais pas quoi, avec nos meilleurs ingénieurs. Alors on a dit, bon, ben c'est vrai. On les a amenés vers Aubagne, où il y a toutes les usines. Et là, le camion, à plein tube, ça dégageait partout. Hein. Il explosait, le camion. À mesure que le camion quadrillait la ville, le technicien s'écriait « Ça y est, j'ai un signal, j'ai un signal !» Tous les produits du pétrole qui sont traités dans la région marseillaise, c'est pas possible, quoi. Alors comment faire? Et puis ce camion, ils ont voulu le rentrer dans le panier. Il est resté coincé, hein. Il est resté coincé. Il ne pouvait plus rentrer. Dans le désert du Nevada, ils font ce qu'ils veulent dans le désert du Nevada. Mais dans les rues du panier, ça marche pas, hein. Ce que détectait le renifleur, ce n'était pas de l'anhydride acétique, mais du vinaigre. Donc, à moins de vouloir répertorier tous les restaurants servant de la salade à Marseille, la méthode n'était pas très efficace. Pendant que certains cherchent des laboratoires, d'autres sont déjà loin avec la marchandise. Après le coup des amplificateurs réalisés avec le chanteur Edmond Taillé, Rimbaud a été approché par des trafiquants suisses qui veulent passer au stade industriel du transport de l'héroïne. Ils ont fondé une société de denrées alimentaires en Espagne et fait farcir des boîtes de conserve de paella avec 160 kilos d'héroïne. La cargaison part pour les États-Unis. Rimbaud et son complice Christian Issoyon doivent réceptionner la marchandise. Les 160 kilos d'héroïne sont sur le bateau, dans les conteneurs. Et on attend qu'elle arrive, boum, à ce moment-là, grève des dockers. Et c'était une grève qui a duré près d'1 mois. Pendant la grève, les douanes américaines ont reçu un tuyau de la police suisse. Une cargaison de boîtes de conserve truffées d'héroïne est arrivée à New York. Les douaniers fouillent toutes les marchandises immobilisées à cause de la grève et suspectent la cargaison de paella. Mais il y a des tonnes de boîtes. Il faut trouver le moyen de savoir lesquelles contiennent de la drogue. Les douaniers commencent à les ouvrir une à une. Robert Nunnery est là. Nous avions des centaines de conserves de paella à inspecter. Mais nous savions que les boîtes contenant de l'héroïne étaient plus légères que les boîtes de paella. Les trafiquants avaient donc dû ajouter des poids de plomb dans les boîtes pour compenser la différence. Il nous a suffi de toutes les passer au rayon X pour repérer les plombs.
Nous en avons ouvert une et bingo. À partir de là, on n'avait plus qu'à repérer tous les plombs au rayon X, qui étaient comme des plombs de pêche, et le tour était joué. On a aussi remarqué que ces boîtes-là portaient un O, rempli de noir. C'était la marque qui leur permettait d'identifier les boîtes à ouvrir. Le plan consistait à laisser la livraison se poursuivre et à maintenir la surveillance jusqu'au bout de la chaîne. Lorsque la grève des docks s'arrête, les douaniers mettent en place un dispositif pour suivre la cargaison. Ils veulent savoir à qui elle est destinée. Quand la grève a cessé, ils n'ont pas débarqué les 160 kilos d'un coup. On a reçu une première cargaison de boîtes de paella où il y avait des boîtes d'héroïne. Les boîtes sont livrées dans la villa de Christian Issoyon, le complice de Rimbaud, dans la banlieue de New York. Les douaniers surveillent la maison. Les boîtes étaient livrées dans une villa dans le Queens. Je connaissais bien le quartier car je vivais 3 rues plus loin. C'était un coin tranquille. J'ai activement participé à cette opération. Ce soir-là, dans la villa, il y a de la manutention. Il y avait 22 kilos de drogue. Il m'a dit, mais il faut sortir la drogue. Ce n'est pas mon métier. Je vais l'aider, il était dans la mer. Alors, toute la nuit, on a ouvert les boîtes avec des masques, on a sorti la cam, la farine, quoi. On a mis dans du plastique. Le lendemain, il y a de l'agitation autour de la villa. Les 2 trafiquants se préparent pour la livraison. Méfiant, Issoyon sort parfois pour faire le guet. La livraison est imminente. J'étais allé faire un tour, il n'y avait rien, il y avait bien une camionnette là, qui avait des verres épais, il n'y avait rien de suspicieux, officiel. Mais dès qu'on est parti, on n'a pas fait 100 mètres, les voitures de police, entourées. Ils regardent la drogue, ils ne savent pas encore. Ils ouvrent le sac, tout ça, ils voient ça. Ils sont ravis maintenant, ils sont sûrs. Enfin, nous voilà, on est cuits. De l'héroïne dans des boîtes de paella, c'est une première. L'affaire fait la une des journaux télévisés américains. Agent Coyne, how did you get onto this? We had been conducting this investigation for over 2 years, and it was a lot of hard work and a lot of digging. It was just On a travaillé d'arrache-pied sur cette enquête. Il a fallu planquer, sauter des repas, négliger nos familles. C'était comme ça. What is the source? The source is it comes from France and went into Spain and then to the United States. S'il n'y avait pas eu cette grève des dockers, je réalisais le gros coup. Au lieu de toucher, de gagner 4 000 $ par kilo, on a touché 30 ans. Manque de peau. Édouard Rimbaud est emprisonné dans le pénitencier fédéral d'Atlanta. Le code d'honneur lui impose de se taire. Mais Rimbaud a réussi à passer un marché. Il a transmis le nom de son acheteur américain à Jean-Baptiste Crotchet. Rimbaud touchera 5% sur toutes les transactions entre Crotchet et Flores. Cela lui permettra de se payer un avocat et peut-être de sortir de prison. Si Rimbaud se tait, d'autres parlent. En novembre 1971, après plusieurs mois de surveillance, Richard Berdin, un trafiquant français, est arrêté aux États-Unis. Il devait réceptionner une voiture fourrée de 80 kilos d'héroïne. Pour le faire parler,
Les Américains utilisent la technique du repenti. Si Berdin collabore, sa peine sera revue à la baisse. Richard Berdin accepte le marché. Je dois dire que cette enquête est la plus magistrale qui ait jamais été menée. On n'a rien vu de tel ni avant ni depuis. Richard Berdin s'est souvenu de tout, tous les noms, toutes les cargaisons. Il a parlé de 6 véhicules différents introduits aux États-Unis et contenant chacun plus de 200 kilos d'héroïne. Près de 1500 kilos d'héroïne déjà à l'intérieur des frontières. Et toutes les informations se sont révélées exactes. C'est incroyable. Il avait une excellente mémoire. Berdin donne plusieurs complices. Parmi eux, un de ses passeurs, André Labbé. Les douaniers new-yorkais commencent à le surveiller. Les Américains partagent leurs informations avec leurs homologues français. En novembre 1971, André Labbé voyage en France pour préparer un chargement. Il est alors filé par les hommes du commissaire Lemoyle. Après une longue traque, le passeur est arrêté à Marly-le-Roi. Dans le coffre de sa Volkswagen, 5 valises de luxe contenant 106 kilos d'héroïne pure sont saisies. Monsieur le commissaire Lemoyle, c'est vous qui avez été le véritable chef d'orchestre de l'opération. Plus exactement du deuxième épisode, puisque l'arrestation de Berdin a été la fin du premier épisode. Et ensuite, à Paris, nous avons établi avec nos collègues de la brigade mondaine un important dispositif de surveillance sur André Labbé. Et pour vous, l'affaire est terminée. Est-ce que ça s'arrêtera là? Il y aura d'autres arrestations? L'affaire n'est jamais terminée, mais nous considérons qu'avec l'arrestation de tous ces individus, c'est un très important réseau de trafiquants international qui est neutralisé. Les révélations de Berdin feront tomber près de 40 trafiquants en France, aux États-Unis et au Canada. La collaboration franco-américaine commence à fonctionner. Quelques semaines plus tard, John Ingersoll, le patron du Narcotic Bureau, vient en visite éclair en France. Malgré les nombreuses arrestations, Ingersoll ne semble pas satisfait. Je sais qu'aucun laboratoire n'a été saisi depuis 1969, et ceci est un sujet de désempoitement pour nous. Il est évident que les laboratoires d'héroïne restent un point critique. À ce sujet, il est de notre intérêt mutuel, je pense que les policiers français sont d'accord avec moi que l'on détruise ces laboratoires. Ingersoll a été assez... il a parlé sans fioriture, il a dit « Messieurs, il faut trouver les laboratoires ». Au point que quand je suis sorti de là, j'ai dit à Morin, si on ne trouve pas les labos, on est foutu. Je lui ai dit, si on ne trouve pas les labos, on est foutu. C'est un autre service qui va répondre aux attentes américaines. En janvier 1972, les douaniers effectuent un contrôle de routine dans une villa du quartier Montolivet, dans le 12e arrondissement de Marseille. Sous une bâche, ils découvrent tout le matériel nécessaire pour faire un laboratoire, mais entièrement démonté. Sur place, un couple de retraités, Marius et Marie-Antoinette Pastor. On a commencé à interroger les époux Pastor, qui ont expliqué que, évidemment, c'était pas eux, c'était un copain qui leur avait demandé d'entreposer du matériel, etc. Enfin, le ius habituel de ces gens quand ils sont pris sur le fait. Le laboratoire est inactif. Il y a du matériel, quelques produits chimiques, mais rien ne prouve que la villa ait été un labo. Le couple présent sur place nie tout en bloc. Lorsque les hommes de la brigade des stupes arrivent, ils viennent avec leur arme miracle, Jacqueline Quick, une chimiste de la PJ de Marseille. Elle est arrivée avec ses éprouvettes, ses machins, et dans les prises de courant, elle a passé dans les prises de courant et elle a trouvé qu'il y avait des traces d'héroïne. Elle venait, elle faisait des prélèvements, elle faisait des analyses. Elle nous a beaucoup servi parce qu'elle-même a apporté un certain nombre d'éléments à la procédure. Hein. Un peu comme les experts, avec moins de matériel à sa disposition, mais autant de qualité, sinon plus que les experts. Les analyses de Madame Quick permettent de prouver que la villa a bien été un laboratoire. Le couple Pastor s'en mêle dans ses mensonges, mais ne révèle rien.
C'est la douane qui a découvert le labo. Les gabelous paradent. Qui était Marius Pastor? Quel genre d'homme était-ce? Oh, c'est le type parfait du père tranquille qui élève ses pigeons et qui, dans ses moments de loisirs, a empoisonné une grande partie de l'humanité. Si le directeur adjoint des douanes, Jean Carré, est sur le devant de la scène, le commissaire Morin est sur la touche. Monsieur Morin, vos collègues américains vous ont reproché de ne pas découvrir et de ne pas détruire suffisamment de ces laboratoires. Que répondez-vous aux Américains? Je crois qu'il s'agit là tout de même, et ce n'est pas une défense, de ce qui peut être considéré comme le travail de police le plus difficile, que la découverte de ces objectifs particulièrement protégés par les malfaiteurs. Là où les Américains imaginaient un labo industriel, ils découvrent une petite villa, discrète. Le labo était installé dans une petite pièce au premier étage. Une aiguille dans une botte de foin. Finalement, ce n'était qu'une petite maison. Une petite maison habitée par des gens. Et l'idée de devoir trouver de petites maisons abritant de petits laboratoires m'a donné le vertige. Là, nous avions un vrai problème. Alors que nous cherchions un hangar d'avion, il nous fallait maintenant trouver des maisonnettes. Partout où il y avait de l'eau courante et de l'électricité, il pouvait y avoir un labo. L'année 72 n'en finit pas d'être cruelle pour les trafiquants de la French Connection. Les douanes vont réaliser un nouveau coup de maître. Jean Carré et ses douaniers surveillent de près Marcel Boucan, un ancien marin des messageries maritimes. L'enquête a montré que Boucan avait dépensé, grosso modo, pour l'aménagement de son bateau, en crevettier, 550 000 francs à l'époque. Et quand on a cherché les registres de pêche, il avait équipé un crevettier, il n'avait jamais pêché de crevettes. Le caprice des temps mouille dans la rade de Villefranche-sur-Mer. Les douaniers ont déployé des moyens exceptionnels. Un hélicoptère dépose les équipes de surveillance munies de longue vue à plusieurs kilomètres du navire, sur un point haut dominant la baie. De jour comme de nuit, les équipes de surveillance se relaient pendant plusieurs semaines. Le bateau ne bouge pas. Et un soir, le bateau lève l'ancre. Les douaniers suivent l'embarcation sur leurs écrans radars, mais n'interviennent pas. C'est peut-être une fausse sortie destinée à les démasquer. Le bateau longeait toujours la côte. C'était pas la route normale pour aller vers les États-Unis. Et puis brusquement, il a changé de cap et il est parti vers le large. Alors là, branle-bas de combat, alerte à la vedette. Les vedettes ultra rapides des douanes prennent le bateau en chasse. Et puis, à un moment donné, le Licero nous appelle. À ce moment-là, on était tous sur le pont au PC. Et nous appelle en disant il a bloqué la barre et ils sont tous descendus dans la cale. Il n'y a plus personne, il a mis le moteur à fond. À ce moment-là, il m'a dit qu'est-ce que je fais? Armer la mitrailleuse et tirer un coup de semonce. Le caprice des temps est arraisonné avant d'avoir rejoint les eaux internationales. Mais les douaniers ne préviennent pas la brigade des stupes de Morin. Ils veulent leur coup d'éclat. Ils ramènent le navire dans le vieux port de Marseille et gardent le capitaine Marcel Boucan à bord, enfermé dans sa cabine. Ils procèdent à une fouille minutieuse du bateau. Un interrogatoire du capitaine est prévu le lendemain matin. Ils n'ont pas attaché Boucan. Ils se sont dit, bon, bah, on va le surveiller, il est là, il est coincé, et puis, oh, c'est un brave type, c'est un pêcheur. N'oubliez pas qu'on n'avait toujours pas trouvé la drogue. On avait arraisonné un monsieur qui naviguait en mer le plus régulièrement du monde. Il n'y avait rien à lui reprocher à ce moment-là. Mais le lendemain matin, coup de théâtre. Le capitaine a disparu. La brigade des stupéfiants est enfin prévenue.
On laisse pas un mec tout seul sans le surveiller, quoi. C'est fou, ça. C'est dingue. C'est comme si j'arrêtais un braqueur, moi, puis que je le laisse à bord de sa bagnole avec la clé de contact, quoi. Et le plein d'essence. Pendant la nuit, le capitaine Boucan s'est évadé par le hublot de sa cabine et s'est jeté à l'eau. La température glaciale de ce mois de janvier a bien failli le tuer. Les pompiers l'ont repêché sans savoir qu'il était recherché. C'est à l'hôpital de Marseille que la brigade des stupes l'arrête. Si Carré et ses douaniers ont mis la main sur le caprice des temps, Morin a la main sur son capitaine. Mais une question demeure. Y a-t-il de la drogue à bord? L'équipe des douanes fouille méticuleusement tout le bateau, sans succès. Mais un de leurs experts maritimes a des soupçons. Il a travaillé presque toute la nuit dessus. Et au petit matin, il m'a dit, écoutez, il y a quelque chose qui n'est pas clair. La ligne de flottaison a un écart de quelques centimètres. Ah bon? Et ça viendrait de quoi? Il dit, il y a une charge anormale, probablement vers l'avant du bateau. Et c'est de là que on a ouvert le pic qu'on avait déjà visité, où il y avait une dalle de béton apparente. J'ai donné l'ordre de casser cette dalle. On avait pris une grosse masse, je me rappelle, pour la casser. Drogue, super succès pour les douaniers de Marseille. Prise sensationnelle réussie par les douaniers de Marseille. Les douaniers marseillais ont effectivement de bonnes raisons d'être satisfaits. Ça représente la plus grosse prise mondiale qui ait jamais été faite en héroïne pure à ce jour. C'est la plus grosse saisie d'héroïne pure jamais réalisée dans le monde. Le plus gros coup jamais réalisé dans le monde. C'est combien de kilos? Il y a 438 kilos bruts d'héroïne, c'est-à-dire y compris les petits sachets de plastique qui servent à la transporter. C'était la plus grosse saisie mondiale à l'époque. Je me suis dit, bon sang, on a un bol pas croyable. Intercepté mardi au sud de Villefranche, le Caprice des Temps était en principe destiné à la pêche aux crevettes. Ce même bateau a déjà fait 2 fois le voyage depuis l'Europe jusqu'aux États-Unis. C'était peut-être, on ne le sait pas, mais enfin peut-être le 3e voyage qu'il entreprenait. Avec, on pense, également la même quantité ou peut-être davantage de drogue. Ah, je n'ai pas dit cela, mais enfin, vous pouvez supposer ce que vous voulez à ce sujet-là. Les douaniers, pour eux, c'est une affaire très, très intéressante et ils en font largement état. Une fois l'euphorie de la saisie passée, le commissaire Morin fustige Carré, le directeur adjoint des douanes. Il n'a pas prévenu la police de l'arraisonnage. Il a laissé s'évader le capitaine Boucan. Une fuite dans la presse a permis aux journalistes d'être sur place bien trop tôt. Et enfin, pourquoi le bateau a-t-il été ramené au Vieux-Port, en plein centre de Marseille? La connerie qu'ils ont fait, c'est de venir se garer au Vieux-Port. Ce qui est une erreur absolument monumentale. Parce que ils ont ramené le Caprice des Temps sous les fenêtres de ceux qui avaient organisé l'expédition. Ah oui, au sud de tout le monde, bien sûr. Oui, oui. Et là, c'est sûr que ça a parlé, ça a rapidement parlé, ça a permis à pas mal de personnes de prendre quelques vacances. Une seule arrestation pour la plus grande saisie mondiale d'héroïne. C'est du gâchis. Le commissaire Morin interroge le capitaine Boucan, qui ne balance rien. C'est un échec. C'était pourtant l'occasion d'arrêter les gros bonnets, tant réclamés par l'administration Nixon. S'il l'avait amené dans un bassin de l'Arsenal de Toulon, silence radio pendant 48 heures, personne ne sait que le Caprice des Temps est là. Il y avait le temps de cuisiner le capitaine du Caprice des Temps et d'aller interpeller ceux qui mettaient en cause. Là, une énorme erreur, alors là. Une énorme erreur douanière qui vient d'un manque de coopération. Et comme si cela ne suffisait pas, le pouvoir politique s'en mêle. Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre des Finances dont les douanes dépendent, félicite les douaniers à grand renfort de publicité. La fuite dans la presse émanait de son ministère.
Monsieur Giscard d'Estaing a pris sur son contingent pour décorer 5 de nos agents, dont moi-même, de l'Ordre national du mérite. C'est la petite rosette bleue que vous voyez là et que je porte avec fierté. Giscard d'Estaing devait planer à des couches super stratosphériques. Pour lui, ce sont ces douaniers qui trouvent les laboratoires et autres. Alors, il taille un peu les croupières à Marcellin. Raymond Marcellin, le ministre de l'Intérieur et toute la hiérarchie policière vivent mal ce succès douanier. Alors que la saisie est historique et que le gouvernement devrait se réjouir, cette prise est source de tension. Il y a un certain nombre de gens qui pensent que je ne vais pas rester là très longtemps parce que, justement, j'ai pas trouvé de laboratoire, j'ai pas... Bon, et que Paris va me rappeler ça. On le dit très volontiers dans les canards marseillais. Je voyais bien que Marcel Morin subissait une pression énorme. Il l'appelait tous les jours. Vous avez trouvé un labo? Vous avez trouvé un labo? Morin doit à tout prix trouver un laboratoire. Un matin de mars 1972, les mois de planque vont enfin payer. Les policiers de la brigade Morin prennent en filature une Renault 4L dans laquelle ils ont reconnu Nicolas Georgiou. L'homme est un proche de Césari, le plus grand chimiste de la French Connection. Césari est sorti de prison 2 ans plus tôt. D'après des indices, il aurait repris son activité. Suivre Georgiou pourrait bien mener la brigade des stupes au labo de Césari. Pour ne pas se faire repérer, les flics doivent lâcher la filature près d'Aubagne. Dans les jours qui suivent, ils passent la région au peigne fin. On cherche la 4L quelque part dans toute la campagne aubagnaise. Donc on faisait systématiquement toutes les rues, tous les chemins qui auraient pu être empruntés. Et là, la chance veut que dans le jardin de cette villa, la Villa Suzanne, on voit la 4L qui était devant alors qu'elle aurait été derrière la maison. On passait à côté et c'était fini. Après un conseil de guerre autour du commissaire Morin à l'évêché, la brigade passe à l'action. On se met en planque, et on attend donc le moment opportun. Le 16 mars 1972, toute l'équipe des stupes monte à l'assaut de la villa. En entrant, on est tout à fait surpris par une odeur de vinaigre très très importante, et alors on se dit qu'on a trouvé un labo. C'est un labo, quoi. Il y a des petits tonnelets de produits chimiques, il y a des éprouvettes, il y a des trucs. Vous êtes dans un labo. Un labo installé dans une pièce à l'intérieur d'une villa banale de la campagne d'Aubagne. On rentre dans ce machin-là et on ouvre une armoire et à l'intérieur, devant vos yeux, à gare, il y a 100 kilos d'héroïne pure. 100 kilos, c'est assez d'héroïne pour garantir une semaine de consommation aux 500 000 intoxiqués américains. Le labo de Césari est enfin découvert. Mais le chimiste n'est pas dans la villa. Le couple Georgiou garde la propriété. La femme de Georgiou, quand on lui en parle, au départ, elle est tout à fait réticente, elle ne veut rien dire, etc. Alors je la prends à part et puis je la menace un peu. Je lui dis, mais vous savez, si vous nous dites rien, vous êtes dans une villa où on a trouvé tout ça, vous allez subir une condamnation très importante. Et par exemple, le gamin là, qui tourne autour de nous sur son tricycle, quand vous sortirez de prison, il aura fait son service militaire dans la marine. Alors ça l'avait impressionné. Et c'est ce que je voulais. Et elle a commencé à mettre en cause les gens qui travaillaient là-dedans. Madame Georgiou se met à table. Elle reconnaît Césari sur des photos que Morin lui présente. Désormais, pour Morin et son équipe, l'objectif, c'est Césari. On sait qu'il a une villa à Gémenos, dans laquelle
on va aller, mais il n'est pas là, on trouve que sa femme. Donc on reste sur place en attendant qu'il arrive, en espérant qu'il arrive. Et quelques temps après, peut-être une demi ou une heure après, on a vu un taxi arriver et en sortir Monsieur Césari, qu'on s'est fait un plaisir d'interpeller. Avec Césari menotté, on va faire perquisition dans les chambres. À un moment donné, j'arrive dans la chambre du fils qui était très austère, hein, un petit lit, et une armoire à droite. J'ouvre l'armoire en sa présence et en bas, j'ouvre les tiroirs. Et dans les tiroirs, j'ai un jeu, Le Petit Chimiste de chez Nathan. Monsieur Césari, on prépare l'avenir. Et là, il me dit, oh monsieur l'inspecteur, je vous en prie, ça l'avait un peu vexé. Mais Césari n'a pas été arrêté dans son laboratoire. Il reste encore à prouver qu'il y a vraiment travaillé. À cette époque, les analyses génétiques n'existent pas. Mais le commissaire Morin trouve un indice. On trouve notamment un pantalon taché, si vous voulez. À l'intérieur du pantalon, il y a une tache de sang, d'une blessure, etc. Et quand on examine Césari, quand on aura arrêté, on s'apercevra qu'il a effectivement, exactement à cet endroit-là, une plaie. Et on pourra donc établir que ce pantalon qui était dans la villa, il appartenait bien à Césari. Donc Césari était dans le laboratoire à une certaine période. Quelques heures plus tard, un second chimiste est arrêté. En une journée, les stupes ont mis la main sur 100 kilos d'héroïne pure, 2 chimistes dont le plus célèbre, et un laboratoire en activité. Pour les hommes de Morin, c'est une superbe victoire. Nous avons tout lieu d'être satisfaits. Nous venons tout de même d'interrompre l'activité d'un laboratoire et de capturer 2 chimistes qui avaient vraiment une efficience certaine. On a l'impression qu'on a quand même réussi une belle affaire. Mon premier grand succès, c'était le laboratoire Césari. Dans la vie d'un flic, notamment un flic des stupes, arriver à avoir un laboratoire avec les personnages qui ont fait tourner la cam et trouver 100 kilos d'héroïne, j'aurais eu que celui-là dans ma carrière, ça m'aurait suffi. Ils ont crié leur victoire sur tous les toits après cette saisie. Toute la stratégie qu'ils avaient mise en place était en train de payer. Arthur Watson, l'ambassadeur américain, ne peut se retenir. Il envoie à Morin un télégramme qui ne contient qu'un seul mot, « Hourra ». Les autorités politiques françaises sont soulagées et les Américains sont enfin apaisés. J'étais très heureux que l'on puisse commencer à fermer des laboratoires, car cela allait nous permettre de retrouver des relations diplomatiques, politiques et économiques normales avec le gouvernement français, ce qui était très important. Joseph Césari, le chimiste, est un récidiviste. Il encourt jusqu'à 40 ans de prison. Le 22 mars, 5 jours après son arrestation, il se suicide dans sa cellule sans avoir jamais rien révélé. C'est la fin d'une des légendes de la French Connection. Aux États-Unis, Rimbaud purge sa peine au pénitencier d'Atlanta depuis bientôt 3 ans, sans avoir jamais rien dévoilé. Mais les choses ont changé. Edmond Taillet, le chanteur, s'est fait prendre avec 93 kilos d'héroïne. Il a tout balancé. Il a révélé que Rimbaud faisait partie du réseau marseillais. Donc, en plus d'être mouillé dans le trafic de conserves de paella bourrées d'héroïne, les Américains apprennent que Rimbaud a passé des enceintes stéréo farcies à la blanche. Un policier américain vient lui rendre visite en prison. Et il avait un tas de dossiers à la main, quoi. J'ai 20 ans de plus pour vous, pour toi. Il disait pour toi, Edward. Et puis, à un moment donné, il a vu que je ne le croyais pas. Il me dit, tiens, lis. Il me donne toutes les dépositions de Taillet. Et en lisant, je m'aperçois soudain qu'il m'avait doublé. Parce qu'ils ont vendu tout seul des centaines de kilos d'euros. C'est Taillet qui les vendait à ce moment-là. Et j'ai jamais touché le 5%. Rimbaud découvre qu'il a été arnaqué. Crotchet a fait affaire directement avec Antonio Flores, le revendeur américain, sans lui verser sa part du gâteau comme il était convenu.
Edmond Taillet a continué à faire passer la cam. Personne n'a payé ni la caution de Rimbaud, ni son avocat. Rimbaud en prison, c'était quantité négligeable. Il me double, je les protège, je prends 30 ans. Je vais au pénitentiaire, je ferme ma gueule. Et il m'arnaque. Je m'excuse d'être grossier, je vais l'être. Je dis, enculé, enculé et demi. Oui. Alors là, je me suis mis à table. Et avec un immense plaisir. Les confidences de Rimbaud viennent corroborer la déposition d'Edmond Taillet. Elles feront tomber un des plus grands réseaux de la French Connection, le clan de Jean-Baptiste Crotchet. Il est arrêté avec son complice, Joseph Marie, en janvier 1973, par le commissaire Morin. Cross est tombé le même jour que moi. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté Cross et Marie à Marseille, et dans la même heure qui a suivi, on m'a arrêté, moi, à Paris. Tous les trois ensemble, ils nous ont arrêtés, dans la même heure. On nous a reproché d'avoir exporté 1 tonne d'héroïne de Marseille aux États-Unis dans 13 voitures. Un gigantesque procès s'ouvre à Marseille en 1974. Il y a plus de 30 prévenus. C'est tout un réseau qui se retrouve au tribunal, depuis les têtes jusqu'aux passeurs. Mais que valent les paroles de Taillet et Rimbaud, truands repentis, qui ont dénoncé leur réseau pour être libérés plus tôt? La justice va cependant faire en sorte de prendre en considération leurs témoignages et trouver de nouveaux modes de preuve. À elles seules, ces déclarations, sans doute n'auraient-elles pas suffi. Mais il y avait également l'étude des ressources des trafiquants. Parce que le délinquant français, si vous voulez, il est pauvre comme Job. Il n'a rien, par définition. Mais par contre, toute leur famille, bien sûr, autour, leurs épouses, leurs maîtresses, leurs neveux, leurs oncles, eux, avaient maisons, hôtels, bateaux, voitures, de luxe. Alors, là aussi, on a décidé de mettre en place une stratégie judiciaire qui a été de poursuivre les épouses, les maîtresses, les neveux, les oncles, pour recel de sommes provenant du trafic de stupéfiants. Alors ça, c'est quelque chose qui a fait très très mal. La justice retrouvait, si vous voulez, une capacité vraiment de nuire très importante vis-à-vis du milieu. Au procès, près de 2 siècles de condamnation tombent sur les trafiquants. Jean-Baptiste Crotchet est condamné à 18 ans de prison. 16 pour Edmond Taillet, réfugié aux États-Unis. De 2 à 12 ans de prison pour les passeurs. C'est la chute du clan entier. Progressivement, la justice décapite les filières de la French Connection. Les gros bonnets ne sont plus intouchables. Les Américains parviennent à faire extrader l'ancien collabo Auguste Ricord d'Amérique du Sud. Il est jugé et condamné. Les clans historiques Venturi, Guérini et Francisi sombrent également, à la fois sous les coups de boutoir des policiers, mais aussi à cause des règlements de compte. Les laboratoires se sont en grande partie délocalisés. Marseille n'est plus la capitale de l'héroïne. La French Connection a-t-elle été pour autant éradiquée? On a mis fin à une French Connection. On a vidé la piscine French Connection, mais avec une cuillère à absinthe, je veux dire une cuillère percée, parce que on a mis fin à rien du tout. On a même mis fin à la fabrication de la cam. À Marseille, c'est possible, ça. Mais je pense que c'est un problème, c'est quelque chose qui est pas près de finir. Hein. Nous n'avions pas remporté la guerre, mais nous avions limité la production et l'exportation d'héroïne depuis Marseille. Et c'était déjà une bataille de gagner. Mais cela n'a pas mis fin au problème global du trafic de drogue aux États-Unis. En partie, et les Français n'avaient pas tort, parce que nous avions trop de consommateurs dans notre population. La guerre contre la drogue est semblable à celle contre le terrorisme. On ne pourra jamais la remporter. Il s'agit d'endiguer le problème le plus efficacement possible. Si on relâche la vigilance, le trafic explose et devient incontrôlable. Donc il faut maintenir la pression. Jamais ça s'arrêtera, jamais. Comment vous voulez faire? Peut-être ils ne peuvent pas l'arrêter, c'est impossible.
Il y a trop d'argent dans la drogue. Vous trouverez toujours quelqu'un qui prendra des risques d'être arrêté ou quoi. Mais il y a trop de pognon à gagner. Nixon continuera d'écrire à Pompidou, mais cette fois pour le féliciter des efforts accomplis par la police française. Il sera réélu président en 1972, mais devra démissionner suite à l'affaire du Watergate. Le président Pompidou décède en 1974, des suites d'une longue maladie. Son initiative européenne contre la drogue a marqué. Il laisse son nom au groupe Pompidou, qui réunit 37 États membres et qui a pour mission principale de contribuer à l'élaboration de politiques de drogue efficaces, tant sous l'angle préventif, sanitaire que répressif. John Mitchell, l'attorney général des États-Unis, chute dans l'affaire du Watergate et sera emprisonné dans les mêmes pénitenciers que certains trafiquants qu'il avait contribué à faire arrêter. Raymond Marcellin, l'énergique ministre de l'Intérieur, chute dans l'affaire des micros du Canard en 1973. Marcel Morin est orienté vers une voie de garage. Valéry Giscard d'Estaing, élu président en 1974, n'apprécie guère ce commissaire qui était aux ordres de son rival Marcellin. Morin sera nommé préfet adjoint à la sécurité en Corse. Édouard Rimbaud a raté sa vie. Il est libéré après 8 ans de prison. Il multipliera les petits boulots aux États-Unis, publiera quelques romans. Il vit caché dans un mobil-home quelque part sur la côte Est. Pour avoir dénoncé son réseau, un contrat pèse toujours sur sa tête. Jean-Pierre Hernandez replongera plusieurs fois, vol à main armée, trafic de faux billets, et multipliera les cavales et les séjours en prison. La French Connection n'est pas morte, elle est en sommeil. La guerre continue.